J'ai eu besoin d'apprendre à utiliser un DAW pour faire de la musique parce que je voulais rentrer dans mon école pour pouvoir faire de la musique mon métier et donc j'avais besoin d'apprendre à l'utiliser. Et j'avais commencé par FL Studio. J'ai pas aimé l'expérience, du coup, je me suis tourné vers le deuxième logiciel que j'avais découvert à l'époque, qu'un ami m'avait recommandé, qui était Ableton Live, à l'époque Ableton Live 9. Et ça a été la première brique qui m'a permis de me lancer et d'avoir au moins les compétences techniques de base pour pouvoir faire des premiers morceaux. J'avais envie de renvoyer l'ascenseur en faisant moi-même une vidéo. Installez-vous, on va voir ensemble les bases d'Ableton, de l'interface en passant par les pistes audio, les pistes MIDI, comment on enregistre, comment on crée des notes MIDI, comment on utilise des VST jusqu'à l'export final d'un morceau. L'idée, c'est vraiment une grosse vidéo où vous allez pouvoir, à la fin, savoir utiliser le logiciel. Allez, c'est parti. J'ai réglé Ableton de manière à ce que ça s'ouvre comme un projet par défaut. L'interface peut sembler parfois un peu complexe, mais en réalité elle est très simple. Déjà, première chose quand on débute, je vous recommande toujours d'avoir cette petite fenêtre ici qui est LED en ligne. En gros, ça vous permet que quand vous passez votre souris sur un élément, et ben il va vous dire globalement à quoi ça sert. Et c'est super utile quand on débute parce que parfois on ne sait pas à quoi sert tel ou tel élément, et ben juste en passant sa souris dessus, ben on peut le savoir. Par exemple, si je passe ma souris au-dessus, tap tempo, voilà, je vais pas tout vous lire mais vous avez l'idée, globalement c'est une aide très précieuse pour se rappeler de ce à quoi servent des fonctions, ou même quand on lance par exemple un Ableton Live 12 après mise à jour, c'est très utile pour savoir juste c'est quoi ces nouvelles features, comment ça marche, etc. On va marcher par zone. La zone la plus proéminente, ça va être cette zone-là, la zone de piste. Alors, par défaut, il y a deux vues des pistes. Il y a la vue horizontale, comme on peut le voir ici avec piste 1, piste 2, piste 3, piste 4. Et on va également avoir une vue qu'on peut changer en appuyant sur Tab. Donc, c'est les deux flèches. Je laisserai ici afficher le bouton, qui nous permet de passer sur une vue plus verticale. Cette vue, globalement, c'est une scène qui est pensée pour plutôt de la scène. C'est session. Et la vue qu'on a vue juste avant, c'est arrangement. On l'appelle session parce qu'en fait, c'est une vue qui permet notamment de penser sa musique par section. C'est-à-dire qu'on va avoir une section 1 qui va être ici, numérotée 1, qui va jouer tous les clips, donc toute la suite de notes ou tous les clips audio qui seront sur cette ligne-là. On peut après les séquencer pour avoir un note précis, ce qui peut être utile par exemple si on a envie de structurer son morceau. Je vais dire n'importe quoi, mais par exemple si j'ai envie de renommer ce truc-là et l'appeler intro par exemple, et avoir intro, chorus, verset, chorus, en fait je peux faire une séquence comme ça où les segments s'enchaînent et ça me permet d'avoir un truc un peu séquencé. C'est une manière de voir la musique, c'est plutôt quelque chose qu'on utilisera dans les DJ sets parce que c'est pensé pour. Pour autant, quand j'ai commencé à faire de la musique dans Ableton, je marchais par ce système de séquence. Je vous montrerai rapidement comment ça marche. Mais au tout début, quand j'ai commencé à faire de la musique, je marchais vraiment par ce système de séquence et après, je suis passé sur la vue arrangement. Donc à vous de voir ce qui vous parle le plus. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dessus. C'est vraiment une question de vue. Sur les 4 pistes, vous pouvez voir qu'il existe 2 types de pistes différentes. Les pistes qu'on va appeler des pistes MIDI. Donc le MIDI, c'est un signal, c'est un langage où en fait, on va pouvoir attribuer des notes qui vont aller de Do à Do et sur plusieurs octaves. L'objectif d'une piste MIDI, ça va être de pouvoir l'attribuer à un instrument et donc de pouvoir jouer des notes. Ensuite, on va avoir une piste audio qui va être, comme son nom l'indique, une piste par laquelle on va faire transiter un signal audio. Un instrument qu'on enregistre, une voix qu'on enregistre, ou même juste importer des petits bouts de son qu'on appelle des samples directement dans Ableton. Vous voyez déjà que par extension, pour le moment, les paramètres sont un peu différents. On y reviendra juste après pour bien différencier les deux pistes, mais globalement, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'une piste audio, c'est fait pour accueillir de l'audio, comme là, je parle un signal sonore. Une piste MIDI, ça va être juste un signal qu'on va envoyer pour après générer du son. Mais on va voir qu'au final, dans Ableton, c'est pas si différent que ça. Ensuite, on va avoir la piste du bas, qui va nous permettre de faire deux choses. Un, de gérer le signal MIDI qu'on envoie, qu'on verra juste après, et également de gérer toute la partie effet audio. C'est-à-dire que dès l'instant où on voudra mettre un effet comme de la réverbération, du delay ou d'autres effets, on passera par cette partie-là. On va voir juste après comment on fait. Ensuite, vous avez remarqué qu'ici on a des pistes en bas. Je ne vais pas rentrer sur le détail de ce que c'est ça et ça, parce que c'est un peu plus technique, mais globalement ce sont des pistes d'effets. Donc c'est des pistes qu'on peut utiliser pour envoyer notre son dans cette piste-là pour lui appliquer un effet. On verra rapidement comment ça marche, sans trop rentrer dans le détail, mais on va essayer d'être assez simple pour cette vidéo de débutant. Et la piste master qui est ici. La piste master, globalement, il faut imaginer une sorte de réseau de tuyauterie où chaque piste qu'on a là est un tuyau, et tous ces tuyaux vont venir en fait converger vers un tuyau central, une sorte de tout à l'égout qu'on va appeler le master.
Et donc quand on va venir baisser le volume de cette piste master, on va venir baisser le volume global de toutes les pistes. Ensuite, si on regarde sur la gauche, on va avoir ce qu'on appelle l'explorateur, ce qui va nous permettre d'accéder en fait à la fois aux effets audio et aux instruments qui sont fournis de base dans Ableton. Alors les instruments et les effets qui sont fournis dépendent de la version que vous avez, mais généralement quand vous avez la version suite, vous avez énormément de choses, la version de base, vous avez quelques trucs. Voilà, l'idée c'est que vous avez une sélection de sons, de quoi commencer à faire de la musique. On va retrouver essentiellement trois grandes parties. La première partie qui va être en fait les collections. En gros, vous allez pouvoir créer des collections par système de couleurs et sélectionner des instruments, des effets et leur attribuer une couleur. Par exemple, si je prends ma Convolution Reverb qui est ici, si je fais un clic droit dessus, je peux lui attribuer un groupe, donc essentiel, rétro chip, etc. Et quand je vais cliquer par exemple sur essentiel ici, et ben il va apparaître, alors il est juste là, voilà. Et donc l'intérêt c'est que ça vous permet de vous organiser vous-même de manière à retrouver vos instruments, que ce soit par projet, par type, par tessiture, bref. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez intuitif pour pouvoir vous y retrouver. Ici on va avoir les catégories où on va retrouver les essentiels, donc les sons. Donc là vous allez pouvoir sélectionner par type de son, si vous voulez des basses, si vous voulez des effets, si vous voulez des synthés lead, etc., etc. En dessous on va avoir les batteries, alors moi j'en ai beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai beaucoup, comme j'ai la version suite j'en ai beaucoup. Les instruments, classés par nom de synthé en général, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir plusieurs synthés qui sont nommés opérateurs, etc. Vous prenez pas la tête avec ça, c'est juste noter que c'est des grandes catégories, sans forcément vous prendre la tête de ce que ça fait réellement. Juste si vous cliquez sur par exemple opérateur, et là vous aurez les grandes catégories qu'on retrouvait au-dessus dans son avec synthé clavier, synthé lead, donc leader, etc., etc. Les effets audio qui seront des effets que vous pourrez appliquer sur vos audios ou vos MIDI pour pouvoir altérer le son, leur donner un peu plus de personnalité. Les effets MIDI qui vont vous permettre d'influencer vos notes, on y reviendra dans une autre vidéo parce que c'est pas le but. Max for Life qui est une extension sur laquelle on va pas non plus s'attarder parce que c'est un peu compliqué. Les plugins qui sont des éléments sur lesquels vous pouvez rajouter à Ableton pour augmenter votre palette de son. Les grooves qui sont des éléments qui vont permettre d'influencer le son en leur donnant un peu plus de vie. Parce que généralement quand on pose des notes, elles sont nettes, elles sont à la mesure, c'est-à-dire qu'en gros elles sont dans les temps de manière froide et impartiale. Et vous pouvez typiquement rajouter du groove pour rajouter un tout petit peu de micro décalage et donc lui donner un petit côté plus humain. Les modèles qui sont là pour créer des presets par défaut, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus. Et ensuite toute la partie extension Places qui va vous permettre en fait de mettre à disposition des dossiers extérieurs à Ableton pour pouvoir y accéder rapidement. Si par exemple vous avez un dossier avec vos samples, donc vos boucles, vos sons que vous utilisez tout le temps, et vous pouvez l'attribuer comme moi je l'ai fait ici et avoir en fait tout un lot de sons à disposition directement dans Ableton. Ça vous évite d'avoir à aller chercher vous-même en allant dans une fenêtre extérieure. Non, vous avez tout dans Ableton et c'est vachement plus pratique. Il reste une grande dernière section qui est la barre du haut sur laquelle on va retrouver pas mal de petites options. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les options parce que ça n'a pas grand intérêt dans une vidéo de présentation, mais on va juste voir les quelques fonctions les plus intéressantes. Ici, on va pouvoir activer ce qu'on appelle le tempo. Donc le tempo, c'est une valeur qui permet de définir un rythme. Donc un tempo, c'est vraiment un rythme régulier. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir définir à quel point le rythme est rapide. Donc là, à 120 BPM, ça va donner quelque chose comme ça. Si je monte le BPM, vous allez voir que le rythme va s'accélérer assez rapidement. Donc globalement, vous allez pouvoir jouer sur le rythme à cet endroit-là. Vous avez également ici la slider temporelle, donc vous pouvez définir le nombre de temps et de mesures comme vous voulez. Ici, on peut activer et désactiver le métronome. Donc si je le désactive, il ne se passe rien. Si je l'active, on a ce petit repère temporel qui nous permet de se caler à la mesure. On peut bien évidemment changer le son. Moi j'ai mis en classique, mais voilà. On peut choisir celui qu'on préfère. On peut également, si vous cliquez sur la petite flèche ici, définir un décompte. Par exemple, ça servira quand vous allez enregistrer. Vous allez pouvoir lui dire de quelle durée va être le décompte avant de commencer à enregistrer. Parce que vous pouvez enregistrer direct en appuyant sur record et ça va enregistrer sans décompte. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez appuyer sur le bouton, ça va lancer le record. Comme vous pouvez dire, fais-moi un décompte d'une mesure, d'un bar, avant de commencer à record. Donc on peut aussi mettre 2 ou 4. Et après, on va mettre le rythme du métronome qui va être défini ici. Ici, on va avoir les 3 boutons essentiels. Play pour jouer, stop pour arrêter la lecture, on peut réappuyer sur stop pour que le marqueur disparaisse et que ça reparte au début, et le bouton d'enregistrement.
On va également avoir des boutons qui vont servir, notamment le bouton plus qui permet d'enregistrer sans supprimer. On le verra peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si on va le voir, mais je pense pas. Et le petit bouton ici qui est le bouton de boucle. En gros, ça permet que quand ce bouton est activé, en fait, cette zone-là va boucler. C'est-à-dire que si je fais play, vous allez voir qu'il va repartir au début. Clac! Et cette zone-là, bien évidemment, je peux la bouger, je peux l'agrandir, je peux la réduire. C'est un peu à loisir en fonction de ce qu'on a besoin. C'est assez utile, mine de rien, notamment quand on fait de la musique de jeux vidéo, parce qu'on a besoin que la musique boucle, donc c'est assez pertinent. Sur de la musique linéaire, ça l'est pas forcément. Mais quand on bosse et qu'on doit écouter encore et encore un segment, c'est très très utile. Ici, vous allez retrouver le décompte de l'arrangement, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir voir où se situe le point. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça nous permet de voir un peu la progression en chiffres. Si on va avoir des repères temporels, c'est assez utile. Et les deux dernières fonctions, qui sont le module dessin, qui va nous permettre sur certaines fonctions de soit poser des notes, soit de pouvoir faire des courbes, notamment dans les automations. Donc c'est assez utile. Et le clavier qui nous permet en fait d'utiliser le clavier qu'on utilise pour écrire pour tapoter des notes. C'est assez utile quand on commence parce que moi quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais pas de clavier maître. Je vous en affiche un maintenant, c'est les sortes de claviers qu'on vient brancher en USB qui nous permettent de jouer des notes de manière assez naturelle. Et bah si on n'a pas ça, on peut utiliser en fait un clavier comme celui-ci et appuyer en fait sur les notes. Et en gros ce qui se passe c'est que la touche Q c'est le Do, et du coup on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, et les notes du dessus en fait ça va être là on va avoir le Do et on va avoir le Do dièse sur le Z. Donc ça nous permet en fait d'avoir un petit clavier avec assez peu de touches, avec assez peu de réactivité parce que c'est pas pensé pour, mais dans un setup un peu à l'arrache, et bah ça marche quand même bien. Donc en fait je composais mes musiques chez moi sur mon grand clavier maître, et quand j'avais pas de clavier maître, et bah je composais avec les touches du clavier. Voilà, on se débrouille comme on peut. Donc voici pour la présentation de base de l'interface. Je vais quand même vous préciser quelques petits trucs également. Ici on va avoir des boutons verts qui vont, bon, chez moi qui sont verts mais ils seront peut-être d'une autre couleur chez vous, qui serviront en fait à activer ou désactiver une piste pour qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas. On va avoir également le bouton S qui va servir à soloter une piste. On reviendra dessus tout à l'heure à quoi ça sert exactement, mais vous allez voir que c'est assez utile. Et ce bouton là qui permet de lancer l'enregistrement sur une piste. Encore une fois on va y revenir juste après. Également, dans cette vue-là, j'en ai pas parlé, mais on a les mêmes boutons. C'est-à-dire que là, le bouton qui est là et le même bouton qui est là. Ils sont liés, c'est la même fonction. Pareil pour le bouton S et pareil pour le bouton Record qui est ici. Dernière petite précision, mais pas des moindres. Alors là, on ne le voit pas, parce qu'il faudrait que j'active l'option, mais ici, vous avez le bouton qui vous permet de jouer avec la panoramique. En gros, de placer le son plus à gauche ou plus à droite. Donc, si vous bougez le bouton comme ceci, eh ben, le son va être plus à gauche. Si vous poussez le bouton plus par ici, le son va être plus à droite. On peut également accéder à ces options-ci en allant sur le petit bouton C. C parce qu'en fait c'est centre, center en anglais. Si on clique sur le bouton et qu'on descend ou qu'on monte, on va pouvoir altérer cette valeur. Donc par exemple là vous voyez que j'ai un 10L, c'est la valeur, donc 10 c'est la valeur vers laquelle on tend vers la gauche ou à droite, et le L c'est pour left, left qui veut dire gauche en anglais. Donc quand vous êtes à 10L, vous êtes à 10 vers la gauche. Si je monte la valeur, je vais passer à 18R. Sachant qu'il y a des extrêmes, hein. 50L c'est le max à gauche, donc vous n'entendez plus que le son à gauche. Et si vous mettez 50R, bah vous n'entendrez que le son à droite. Petite astuce, quand vous changez des valeurs et que vous voulez que ça revienne à la valeur par défaut, il suffit juste de faire un double clic. Et quand vous faites ce double clic, ça revient systématiquement à la valeur initiale. Donc par exemple, si je bouge mon volume ici là et que je double clique dessus, et bah vous voyez qu'il revient à 0. Il revient à sa valeur initiale. Et c'est assez utile quand on a fait un changement qu'on ne veut pas. Plutôt que juste de faire un CTRL Z pour annuler le changement, et bah on va juste faire un double clic et ça va revenir à sa valeur initiale. Donc ça c'était pour les bases de l'interface. Maintenant on va voir comment on va créer des pistes. Il existe donc deux types de pistes, la piste audio et la piste MIDI. En réalité c'est assez simple de créer une piste. Il y a deux manières de le faire assez naturellement. Vous vous placez dans la zone en dessous des pistes, mais pas dans la zone de gauche, dans la zone de droite. Vous faites un clic droit ici et vous faites insérer piste audio. Et ça vous crée automatiquement une piste audio. Si vous voulez créer une piste MIDI, c'est le même procédé. Vous faites clic droit et vous faites insérer piste MIDI. Vous pouvez supprimer une piste en appuyant sur Supr. Ça c'est la méthode un peu longue. Si vous voulez aller plus vite, si vous faites CTRL T, ça vous crée une piste audio. Si vous faites CTRL Maj T, CTRL SHIFT T, c'est la même chose, ça vous crée une piste MIDI. Je vous conseille de vous habituer à ce raccourci clavier parce que ça va quand même vachement plus vite et c'est assez facile à retenir. Pour créer une piste audio, on va faire CTRL T. Pour faire une piste MIDI, on va faire CTRL SHIFT ou CTRL Maj T. Si vous voulez importer un fichier audio, alors moi je vais aller prendre un fichier dans mon pack de samples, on va aller dans House, on va prendre une boucle.
Voilà, ça c'est bien, hein. Petite vibe outrun. Et donc, si je veux importer un son, je vais prendre le son et je vais le drag and depose. Donc je vais le cliquer sur le son, rester appuyé dessus et le déposer directement dans Ableton et ça va le faire apparaître. Et donc là, on va avoir un autre son. Par défaut, il y a une fonction qui est activée quand on le fait et vous avez vu, quand j'ai importé mon son, automatiquement, la zone qui est ici, là, fait apparaître des informations. Et là, j'ai toutes les informations de mon son. Attention, quand vous importez un son par défaut dans Ableton, il va appliquer ce qu'on appelle un warp. C'est-à-dire qu'en gros, il va analyser le spectre audio et faire en sorte qu'il soit calé au rythme. C'est-à-dire que là, si je fais play, vous allez voir qu'il va peut-être y avoir des petits artefacts, des petits trucs un peu bizarres. Bon, j'ai de la chance, j'en ai pas eu sur ce coup-là. Mais si par exemple, je baisse le tempo à fond, vous allez voir que le son va faire des trucs un peu bizarres. En fait, c'est normal parce qu'en fait, il essaye, quoi qu'il arrive, de se caler sur le tempo qu'on lui a indiqué. On peut désactiver le warp par défaut en cliquant dessus, mais du coup, il ne sera plus en rythme. Ou on peut par exemple atténuer cet effet en allant dans cette zone-là où il y a marqué Beats et en activant le modèle complexe. En gros, il va être un peu plus proche. On aura moins cet effet bizarre de tempo. Où en fait, on a l'impression que ça glitch en fait. On l'a encore un petit peu. C'est bien moins violent que ce que ça ne l'était juste avant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, quand on clique sur un son comme ça ou qu'on l'importe, par défaut, il nous montre toutes les options qu'il active. Notamment, on peut ici changer la valeur de volume, ce qui nous permet de, plutôt que de le gérer ici, on peut le gérer là. Ça peut être utile par exemple si vous avez plusieurs sons que vous importez, plusieurs boucles sur une même piste et que vous avez des différences de volume assez conséquentes. Ça peut être un moyen de homogénéiser en fait le son sans avoir à ouvrir 25 pistes. On va avoir plein d'infos, je vais pas rentrer dans le détail, mais je vous donne juste cette indication parce que c'est vrai que quand on commence, ça peut être un peu perturbant d'avoir ce truc là qui s'active. Donc pour importer un son, on fait comme ça. Maintenant, si j'ai envie de utiliser un instrument, d'avoir quelque chose que je vais pouvoir rajouter par-dessus, et ben c'est très simple, on va aller dans Instruments, on va aller prendre, je sais pas, un petit synth lead par exemple. Ah oui, petite astuce, quand vous cliquez par défaut normalement, vous entendez un son. Si vous n'entendez pas de son quand vous cliquez sur un des presets, il faut activer le petit casque bleu qui est juste là. Sinon vous voyez que là par exemple il ne joue pas le son. Si j'appuie sur le casque, il va le jouer. Si vous trouvez le son un peu trop fort des previews que vous entendez, il suffit d'aller tout en bas à droite, juste ici, et de baisser ce chiffre. Et vous allez voir que d'un seul coup, le volume est bien moins fort. Donc je vais prendre ce son-là. Pour l'intégrer à ma compo, je vais cliquer, tirer le son et le déposer dans MIDI. Et vous voyez que ma piste MIDI a changé de nom, elle a pris le nom du preset, et je vois les paramètres de mon synthé ici. Alors, si j'appuie sur le clavier, il ne se passe rien. C'est normal parce que je n'ai pas armé la piste. C'est-à-dire qu'en fait, je ne lui ai pas dit enregistre ce que je fais en termes de signaux MIDI dans la piste. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit bouton rouge qui est ici. Et d'un seul coup, je peux utiliser mon clavier pour faire de la musique. Donc là, je peux jouer mes notes MIDI. Ce que je peux faire, c'est me mettre en mode boucle. Et moi, c'est un truc que je vous recommande quand vous savez pas, quand vous n'avez pas forcément des grosses connaissances musicales, ou en tout cas, vous n'êtes pas un expert de la théorie musicale, bah vous mettez votre boucle et vous cherchez en fait une petite mélodie qui pourrait coller. Donc on peut faire un truc assez rigolo comme ça. Je vais changer de preset parce que je fais un truc plus doux en fait. Ok, imaginons. Ok, donc là j'ai un truc qui me plaît bien. Si je veux lancer le record, il suffit que mon bouton rouge soit bien activé là, que j'appuie sur carré pour bien me mettre au début et j'appuie sur rond. Attention, activez bien le métronome pour être sûr que vous soyez bien en rythme et activez le décompte, comme ça il va compter 4 battements avant de lancer le record. Vous allez voir, donc là je vais appuyer sur le bouton record. 2, 3, 4. Et appuyez sur espace pour couper l'enregistrement. D'ailleurs ça c'est une petite astuce, Quand vous appuyez sur espace, ça fait play. Quand vous appuyez sur espace, ça coupe. Et ça marche aussi durant le record. Donc c'est un bon moyen, quand vous avez un truc qui vous plaît, de juste couper l'enregistrement dès que vous avez fini. Maintenant qu'on a notre piste MIDI,
ce qu'on va faire, c'est que des fois, ça déborde légèrement avant ou après. Donc pour régler la taille de la section MIDI, on va pouvoir le faire en positionnant notre souris directement ici, donc au bord du fichier, au niveau de la zone de couleur, et on va cliquer, tirer pour ajuster la longueur du clip. Alors ce qui est bien, c'est que par défaut, il va se caler sur les traits que vous voyez ici, qui sont en fait les mesures en fait du signal. Si je double-clique sur mon fichier, ça m'affiche le signal MIDI. Et là, vous voyez que j'ai toutes mes notes qui apparaissent. Si j'ai le crayon en haut là, dont j'ai parlé précédemment, qui est activé, je peux écrire des notes comme ceci. Ce qui peut être une manière d'écrire. Alors il y a pas mal de compositeurs qui le font. Par exemple, chez Crinoiser, il aime bien justement écrire des notes comme ça. C'est un choix. Sachez cependant que le crayon, vous n'en avez pas forcément besoin pour juste créer une note. Vous pouvez juste faire un double clic et ça vous crée une note à la taille de la grille. Donc la grille là par défaut, vous voyez qu'elle est assez petite, donc ça me fait des notes petites. Si je veux ajuster la taille de la grille, il suffit que je fasse clic droit là et que je fasse que je sélectionne la taille de la grille. Donc là je me mets à 1/8, vous voyez que la grille est un peu plus grande. Je me mets à 1/4, elle est encore plus grande. Si je me mets à 1 bar, c'est aussi grand que ça. Enfin bref, vous avez compris que plus on tend vers des gros chiffres et plus généralement la note va être très grande. En général, vous pouvez vous mettre sur des valeurs soit fixes, soit vous mettre sur une grille adaptative, ce qui est aussi une manière de faire, qui est un peu plus efficace, on va dire. Ou vous mettez par exemple sur une grille, je sais pas, étroite. Voilà, vous voyez que là c'est assez étroit. Et vous pouvez en fait changer la taille de la grille en jouant sur le zoom. Alors pour ce faire, vous avez ici une preview de ce que vous voyez là. Si vous voulez zoomer, vous cliquez dessus en restant appuyé et vous descendez la souris. Et vous voyez que ça zoome sur les notes MIDI. Et en fait, si vous regardez bien la grille, elle s'adapte en fait. Clac, vous voyez que là par exemple, j'avais un signal d'une certaine taille, et vous allez qu'il y a des traits qui vont apparaître. Tac. Ce qui nous permet en fait d'adapter nos notes en fonction du zoom. Et ça peut être très pratique pour aller assez vite quand on veut poser une petite note quoi. Autre astuce, vous avez un bouton qui s'appelle Fold ici, qui vous permet d'afficher uniquement les notes que vous avez composées. Donc c'est un bon moyen si vous avez une mélodie que vous avez faite et que vous voulez par exemple l'agrandir, vous agrandissez ce segment et vous pouvez juste drop des notes comme ça et ça devrait marcher quoi. Donc là globalement vous savez comment importer un fichier audio, vous savez comment créer un fichier MIDI, donc vous avez des bases. Maintenant on va voir comment on va faire pour ajouter des effets. Pour ce faire on va déjà désactiver le métronome, mais surtout on va aller dans la section effets audio. Alors on va en avoir toute une tripotée. Je vais pas vous présenter tous les effets parce que sinon le tutoriel ferait littéralement 2 heures, c'est pas le but non plus. Donc on va juste se concentrer sur, allez, les 2 effets importants quand on débute, c'est la reverb et le delay. La reverb ça va rajouter de sensations de pièces, donc une sorte d'impression de grandeur, et le delay va rajouter un écho par contre. Pour ce faire, il y a 2 manières d'utiliser la reverb. La première, c'est d'importer un effet directement sur une piste. Alors pour ce faire, vous allez double-cliquer sur la piste qui vous intéresse. Donc là, on va prendre mon signal lead, double-cliquer dessus, et là, on voit la piste avec le synthé que j'ai mis. Je vais aller chercher reverb, qui est ici. Je vais le prendre et je vais le glisser, déposer juste après l'instrument. Comme ceci, et là il apparaît. Et donc là si je fais play, donc on sent qu'il y a quand même une différence de son. Si on veut se rendre compte de manière encore plus flagrante, vous pouvez désactiver un effet en cliquant sur le petit bouton là. Donc là il est désactivé, là il est activé. Donc activer, désactiver. Et après on peut bien évidemment jouer avec les paramètres pour avoir un son plus ou moins impressionnant. Par exemple si je monte le decay, donc la durée de la reverb, je vais le diminuer. On peut également affecter à quel point l'effet va s'appliquer sur le son avec le dry and wet. C'est-à-dire que si je suis à 0%, l'effet ne s'applique pas. Donc on a un son tout à fait normal. Et plus le pourcentage va être important, plus l'effet va s'appliquer. Donc on va en mettre un tout petit peu, on va mettre 20%. Ce qui me semble déjà très raisonnable. Pour les autres paramètres, on fera probablement une vidéo dédiée justement sur les reverbs, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on l'aborde comme ça et je veux vraiment faire des vidéos assez simples là pour commencer. Et le delay qui va être un écho, donc je vais faire pareil, je vais glisser, déposer et je vais avoir un petit delay qui va s'appliquer. Si je l'applique à 100%,
si je l'applique pas. Vous voyez, sur la fin, on entend le tout-doux, tout-doux, tout-doux. Alors bien évidemment, on peut régler des paramètres justement pour changer le rythme du delay, etc. On va pas rentrer dans ce détail là maintenant, mais c'est une manière de rajouter des effets. L'autre manière, c'est via les pistes d'effets qu'on a vues tout à l'heure. Parce que ici, en fait, ça va être des pistes vers lesquelles on va pouvoir faire transitionner notre son pour pouvoir appliquer l'effet. Donc par exemple, j'ai ma piste d'effet, j'ai enlevé la reverb et le delay, donc on a un son tout à fait neutre, comme il était tout à l'heure. Vous voyez que ici, j'ai un truc qui a marqué -inf, -inf. En fait, ça correspond au A reverb qu'on a là, et ça correspond au B delay. Ok? Donc si je monte cette valeur, donc en gros je clique dessus, je reste appuyé, je monte ma souris vers le haut, vous voyez que la valeur change et qu'on va de moins l'infini vers 0, ce qui devrait vous rappeler certains cours de maths, hein. Les exponentielles, tout ça, tout ça. Et bah si on regarde maintenant, je fais play, on entend une très légère reverb. Si vous regardez bien ici, tout en bas à droite, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, le signal de ma piste rentre ici, on le voit, et ressort ici avec la reverb. Si je solote la piste, comme je l'ai fait là par exemple, mais que je le mets sur la piste de reverb, vous allez voir qu'on va entendre uniquement le son réverbéré. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de créer des pistes d'effets plutôt que de les mettre directement sur la piste? En réalité, c'est plutôt une question de goût et de sensation. En général, on met une piste de reverb pour économiser de la RAM, parce que plutôt que de mettre une reverb par piste, ce qui peut arriver, on va mettre une piste de reverb par laquelle on va faire passer toutes les différentes pistes. Ce qui fait économiser de la RAM, parce que du coup, on n'a pas besoin de mettre 25 000 effets, mais pour autant, mettre une reverb sur une piste, ça peut être intéressant pour, par exemple, de l'ambiance, pour créer des effets de style, etc., etc. Les deux se valent, mais pas pour le même usage. Petite astuce, vous avez dû remarquer que ma mélodie que je jouais tout à l'heure, elle n'est pas tout à fait dans les temps. C'est-à-dire que si on regarde bien, on peut agrandir hein, comme ça. Si vous regardez bien, vous voyez bien que je suis pas tout à fait dans les temps. Il faudrait que ma note commence là, etc. Il y a deux manières de réajuster le temps. Pour être sûr que ça sélectionne bien tous les sons de cette piste MIDI, je vais d'abord cliquer quelque part ici pour pouvoir dire ok, je veux que la combinaison de touches que je vais faire juste après ne focalise que sur les notes MIDI. Je vais faire CTRL A, ça va sélectionner tous les sons. Et ensuite je vais faire clic droit et je vais aller dans Réglages de quantification. La quantification, le principe est assez simple. On va dire que les sons que je joue vont s'ajuster à la grille au plus proche. C'est-à-dire que si par exemple, comme là mon son il est en plein milieu, s'il est un peu plus à gauche, il va aller vers la gauche quand je vais quantifier, ou s'il est un peu plus proche de la droite, il va aller vers la droite. On peut définir des informations de quantification, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette fenêtre là. On peut dire je veux uniquement que ça recale le début des notes et pas les fins par exemple, ou je veux que ça recale uniquement les fins. Et on peut activer de la rigueur, c'est-à-dire que par défaut elle est à 100%, c'est-à-dire qu'il va quantifier de manière absolue la note à la grille. Mais on peut dire ouais, quantifie-moi mais uniquement à 90%, c'est-à-dire qu'il y aura une petite marge d'erreur, il ne sera pas exactement pile poil à la grille. Ce qui peut être une manière de garder un peu ce côté humain. Pour vous montrer un peu l'exemple, là je vais mettre grille actuelle, début, fin. Je vais appliquer et vous voyez que les notes ont bougé. Par exemple, cette note, comme elle était plus proche de la gauche que de la droite, elle a tendu vers la gauche. Sauf que si je fais play, moi ça me va pas. Je suis pas très content du résultat. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur la note. Je vais mettre ma souris tout à gauche du son et je vais me déplacer pour pouvoir l'ajuster. Là c'est pareil, ça me va pas parce que en fait j'ai pas le choix entre les deux. Je suis vraiment trop à gauche ou trop à droite. Parce que je vais faire CTRL Z pour annuler mon changement. Je vais faire encore CTRL Z pour annuler la quantification et je vais zoomer. Rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure que j'ai activé l'option qui fait que la grille va s'adapter par rapport à mon niveau de zoom. Et là on voit que là maintenant j'ai un trait qui est ici. Donc si je fais comme tout à l'heure CTRL A et que je vais dans Réglages de quantification, je peux appliquer une quantification qui est beaucoup plus juste. Alors bien évidemment, là je vais dans Réglages de quantification pour bien vous remémorer que ça existe, mais vous pouvez très bien juste faire CTRL U et ça quantifie automatiquement. Alors vous voyez, c'est cool, c'est que maintenant les notes sont pile poil, mais par contre, comme ma note est vraiment à 100% dans une direction, enfin 100% en tout cas à la grille, et du coup j'ai plus ces liaisons que j'avais tout à l'heure. Donc si je veux regarder les liaisons, il suffit que j'aille dans Réglages de quantification, que je désactive fin, et là normalement
on a le meilleur des deux mondes. Bon, il y a encore quelques petits ratés, hein. Vous voyez ici, c'est pas parfait. Mais du coup, je vais venir réajuster légèrement pour qu'on ait la continuité quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais vous montrer comment on enregistre de l'audio. Alors, je vais créer une piste audio, CTRL T. Petit moment warning, pour pouvoir enregistrer du son, il vous faut une interface audio, donc une Focusrite, Scarlett, Solo ou un truc comme ça qui va permettre d'enregistrer de l'audio. Moi actuellement j'en utilise une qui est la Arturia 16 Rig parce que voilà, moi je suis dans un studio et j'ai ce petit micro qui me sert à enregistrer cette vidéo. Il vous faudra forcément une interface audio si vous voulez enregistrer du son pour pouvoir enregistrer une guitare ou une voix. Mais sachez que ça peut se trouver pour pas très cher. Si vous en avez pas au début, c'est pas grave, vous enregistrerez pas d'audio et c'est pas très grave. Ou si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le faire avec votre téléphone. Par contre, vous serez pas dans la note, enfin vous serez pas à la mesure, ça va être un peu plus galère, mais ça peut être une manière de faire. Pour enregistrer de l'audio, il faut faire deux choses. Déjà, il faut activer le mode auto ici. Donc en gros, il enregistre pas tout le temps quoi. Je vais la faire en très simple. Je vais aller dans mes options de piste, donc moi j'en ai plein. Je vais aller dans façade 2, donc c'est là où on entend ma voix. Je vais baisser un peu le volume pour éviter le Larsen. Ma voix qui rentre dans le micro, qui ressort dans mes enceintes que j'utilise actuellement. Et mon micro recapte le son de ma voix dans les enceintes. Et donc ça crée une boucle, ça crée un Larsen. C'est très désagréable, donc on va essayer d'éviter que ça arrive. Et pour activer la piste, ensuite je vais baisser le volume très fort pour pas avoir de Larsen. Je vais appuyer sur le petit bouton rouge. Et vous voyez que là, d'un seul coup, ici, on voit mon signal de ma voix qui parle. Et donc là, si par exemple, alors je vais couper le son pour pas avoir de Larsen. Je vais faire un petit, voilà, je vais parler par-dessus. Donc j'appuie sur le record et donc là, normalement, on m'entend. Vous voyez que mon signal apparaît au fur et à mesure de ma piste. Et donc, ça prouve que ça enregistre correctement. Si vous n'avez pas de signal qui apparaît, c'est que vous avez probablement soit mal mis en place votre setup audio dans Ableton. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça peut être un peu complexe au début. Mais en tout cas, ça peut être une manière de le faire. Donc là, vous voyez que mon audio est apparu. Par défaut, il active du warp, donc on peut après réajuster. Moi, je vais les désactiver. Et donc maintenant, je vais désactiver l'enregistrement. Donc j'appuie sur le record et donc là, normalement, on m'entend. Vous voyez que mon signal apparaît au fur et à mesure de ma piste. Bon, vous avez l'idée de comment on enregistre un son. Donc maintenant, vous savez créer des pistes MIDI, vous savez comment enregistrer, vous savez ajouter des effets, quantifier, vous avez globalement la plupart des bases en fait dans Ableton. On va cependant rajouter 2-3 petits trucs, notamment comment utiliser des VST parce que ça peut être utile et comment exporter votre track parce que oui, il faut quand même l'exporter à la fin. Alors déjà avant d'aller plus loin, c'est quoi un VST? Un VST, c'est ce qu'on appelle un instrument virtuel. C'est un élément, un plugin qu'on va rajouter à Ableton pour pouvoir l'avoir dans son panel. L'idée c'est vraiment de pouvoir augmenter son panel de son et d'accéder à des banques, des plugins externes à Ableton et de pouvoir avoir un choix plus grand dans ce qu'on fait. Pour ce faire, on va, bon par défaut quand vous ouvrez, normalement ça vous ouvre ceci, vous allez aller dans plugins et ici vous avez des VST, vous avez des dossiers de VST2, des dossiers de VST3. Normalement le dossier de VST3 vous n'y touchez pas. Par défaut il est très bien, n'y touchez pas. Vous êtes à peu près sûr que normalement quand vous lancez Ableton et que vous avez installé des plugins VST, donc n'hésitez pas, j'ai fait des vidéos justement sur des VST gratuits si vous voulez en trouver des premiers pour commencer. Mais normalement si c'est un VST3 vous allez le voir apparaître. Un VST2 par défaut, il est probable que vous n'ayez pas de dossier dédié et que du coup il soit enregistré dans plusieurs dossiers. Généralement le chemin pour trouver les VST2 c'est programme file, donc soit c'est programme file x86, soit programme file tout court, soit programme file, soit programme, je crois que ça s'appelle programme aussi. Normalement il doit y avoir 3 dossiers, il y a programme x86 et un autre truc programme file, je sais plus, il y a 3 possibilités, mais de toute façon les dossiers se ressemblent vachement en termes de nom. Et dedans vous allez avoir soit un dossier qui s'appelle VST plugin, soit vous allez avoir un truc qui s'appelle Steinberg et dedans un dossier VST plugin. De toute façon si vous avez un doute, vous tapez VST plugins tout attaché, vous allez probablement trouver des dossiers. Moi ce que je vous recommande de faire c'est de créer un dossier VST plugin par défaut à un endroit assez visible. Donc ça peut être par exemple dans un disque dur externe. Si vous avez 2 disques durs, un disque C et un disque D, créez-vous un dossier VST plugin dans le disque D et que vous savez qu'il est là. Comme ça, quand vous ferez des installations avec des VST dont vous avez besoin, vous sélectionnerez ce dossier-là et vous saurez que c'est là. Donc l'idée, c'est que vous allez aller dans Chercher et vous allez définir votre dossier. Alors moi, mon dossier, il est assez simple. Moi, c'est dans Disque Local C Programme, VST Plugin. Et vous voyez que j'ai tous mes dossiers. Et là, je fais sélectionner un dossier. Vu que je suis déjà dedans, j'ai rien besoin de faire de plus. Et là, il va automatiquement examiner le dossier pour voir s'il y a des plugins qui sont dedans. Vous pouvez aussi
faire un examen manuel pour afficher les VST. Et si vous avez tout bien fait, normalement, vous aurez deux dossiers, un dossier VST et un dossier VST3. Et ici, vous aurez tous vos VST qui apparaîtront normalement. Et après, pour utiliser un VST, c'est comme pour un effet classique, vous allez juste prendre votre élément, faire un glisser-déposer et il apparaîtra. Donc vous voyez, et là, j'ai mon petit VST qui est apparu. Et maintenant, le dernier point, si vous voulez exporter votre piste, la meilleure manière, c'est vous allez vous mettre sur la zone de boucle que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez réajuster comme ceci en vous mettant votre souris ici et en glissant-déposant jusqu'à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête. Donc là, moi, je veux juste exporter cette boucle. Je vais double-cliquer dessus pour être sûr que ça sélectionne bien toute la zone et je vais aller dans Fichier, Exporter audio-vidéo. Et vous allez avoir cette fenêtre qui va vous proposer plusieurs solutions. La première chose, c'est qu'il va vous proposer d'exporter soit la piste master, donc on rappelle, le master c'est la sortie finale, le tout à l'égout du son, ou d'exporter toutes les pistes individuelles ou les pistes sélectionnées. Donc vous pouvez aussi définir que vous voulez exporter piste par piste. Ça peut être ou d'exporter une piste en particulier. En général, vous allez peu l'utiliser, donc là vous exportez en master. Vous avez différentes options. Moi je vous conseille de normaliser par défaut. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va remonter vos volumes par défaut, de manière à ce que le pic le plus haut soit à 0 décibels, donc en gros il sera au volume le plus fort. Vous allez ensuite avoir la fréquence d'échantillonnage qui est ici, qui va de 22 000 Hz jusqu'à 192 000 Hz. La fréquence d'échantillonnage, globalement, si on devait le résumer simplement, ça serait des rencontres. J'étais sûr que j'allais faire cette blague. Je m'énerve moi-même, c'est terrible. Globalement, la fréquence d'échantillonnage, c'est un peu comme une résolution 1080p ou 4K. C'est la qualité, la résolution que vous allez appliquer à votre fichier. Plus le nombre va être haut, plus la résolution va être grande, donc plus la qualité va être grande, mais de l'autre côté, plus le fichier va être volumineux. Et c'est un peu la même chose pour ce qu'on va voir, la résolution en bits plus bas, c'est un peu un élément qui permet de définir la qualité d'export. Généralement, on va avoir deux combinaisons qui vont être absolues. Le 48 000 Hz 24 bits, qui est une norme un peu cinéma qu'on a utilisé pendant très longtemps et qui fonctionne encore très bien dans l'audiovisuel. Et le 44 100 Hz 16 bits, qui est généralement la qualité CD qu'on retrouve assez classiquement. Moi, je vous conseille par défaut de mettre 48 000 Hz 24 bits, c'est à peu près le plus efficace. Toujours encodé en PCM. Type de fichier Wave. Toujours, c'est le top. Et pas de dithering, parce que sinon vous allez avoir des petits trucs pas beaux. Vous pouvez aussi faire un export supplémentaire en MP3, même si je ne le recommande pas, mais par exemple si vous devez envoyer un fichier juste pour montrer à un client ce que vous avez fait, ça peut être un bon moyen de l'exporter à un poids plus petit. Quand vous importerez de la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment importer une vidéo, j'ai fait un petit tutoriel là-dessus. Vous pouvez aussi exporter la vidéo. Alors, on verra que exporter de la vidéo sur Ableton, c'est pas aussi simple que ça. Je ferai peut-être une vidéo justement là-dessus. Et du coup, maintenant, j'ai compris toutes les techniques pour éviter que ça crache. Mais voilà, sachez qu'exporter avec de la vidéo, c'est pas forcément évident dans Ableton parce qu'il n'est pas forcément pensé pour. Voilà, gardez bien ça en tête. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous cliquez sur le bouton exporter et il va vous demander dans quel dossier vous voulez l'envoyer. Vous sélectionnez votre dossier, vous donnez le nom à votre fichier et ça l'exportera correctement. Voilà, félicitations, vous avez les bases d'Ableton Live. Bien sûr, tout ceci est un tutoriel débutant. Bien évidemment qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais ça, on le fera dans d'autres vidéos dédiées, histoire de pouvoir aller plus loin progressivement sans forcément se perdre. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, des choses que j'aurais peut-être pas expliquées correctement, à le faire savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou à vous dire, écoutez, ce sujet-là, on le traitera dans une vidéo future. Et si vous commencez la musique et que vous voulez rencontrer une communauté et croiser des gens avec qui vous pourrez échanger, avoir des retours, poser vos questions, et il y a mon Discord qui est dans la description. On a une petite communauté, les gens discutent, ils sont plutôt chill et sont très avenants, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Allez, je vais pas plus long pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!